Second invité, Jérémy Ferrer-Barthomeu, chargé de recherche FNRS Histoire à l'Université de Liège et à l'UCL Louvain. Bonjour, ou bonsoir. Alors, votre enfance, vous l'avez vécue baignée dans l'histoire familiale. Vraiment, une vie infusée d'histoire. Exactement. Je suis né à Dijon. Mon grand-père était un réfugié de la guerre civile espagnole, grand-père paternel, et mon arrière-grand-père maternel était membre des forces françaises de l'intérieur, un résistant que je n'ai malheureusement pas connu. Et donc je suis né à Dijon, en plein cœur des pays bourguignons, en étant franco-espagnol, bourguigno-espagnol. Et je me retrouve maintenant à Bruxelles, où je suis très très bien accueilli. Alors, ce qui n'est pas courant pour un chercheur, c'est que vous avez enseigné à un moment donné dans votre vie l'histoire et la géographie, mais dans des écoles dites difficiles en France. Exactement, je pense que c'est important de le rappeler. Nous sommes des enseignants-chercheurs à l'université et le FNRS nous permet de conduire nos recherches, mais nous avons également des tâches d'enseignement. Et donc, avant de m'engager dans un parcours doctoral, j'ai voulu me frotter à l'enseignement, et à l'enseignement dans des zones d'enseignement prioritaires, des zones de prévention de la violence, dans une dizaine d'établissements dans le département de la Seine-Saint-Denis, où j'ai effectivement enseigné de la 6e jusqu'à la terminale, donc des petites classes jusqu'au lycée, dans des contextes socio-éducatifs qui étaient extrêmement complexes. Alors, votre recherche se situe dans les années 1560-1600, dans les guerres de religion, qui étaient un moment de chaos. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que vous avez découvert qui pourrait nous éclairer aujourd'hui? Alors, moi, je suis très attaché au XVIe siècle et à la spécificité que constitue ce siècle, ce moment de bascule entre la fin du Moyen-Âge et la seconde modernité, pourrait-on dire, ce moment qu'on appelle celui de la première modernité, le basculement renaissant. Je m'intéresse à l'histoire de l'État, à l'histoire politique, à l'histoire des bureaucraties et des administrations. Dans ce moment, qui est un moment de chaos, vous l'avez dit, de massacre, notamment la Saint-Barthélemy, ou alors l'été iconoclaste ici dans les anciens Pays-Bas, on observe un déchaînement de violence contre les populations, contre les bâtiments, les images. Cette poussée iconoclaste en témoigne. Mais j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi c'est ce moment-là, précisément ce moment-là, où s'invente une modernité politique, où se mettent en place des innovations qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui, telles que la diplomatie, les sections spécialisées du conseil, des chancelleries, des cours. Et donc, j'ai essayé de faire une autre histoire de ce moment des conflits confessionnels. Où l'État, justement, change l'administration, renforce la technicité dans les diplomaties, les compétences. Au fond, elle répond au chaos. Je pense que l'État est une donnée toujours et déjà là. Et cependant, on le voit apparaître dans la documentation, dans les sources, à des moments très précis, qui sont des moments de réponse à des contestations, qui sont des contestations radicales de son autorité. On pourrait faire une histoire contrefactuelle des guerres de religion. La solution qui s'est imposée, notamment en France, mais aussi dans les anciens Pays-Bas, en Angleterre, c'est la mise en place de ce que l'on a appelé l'absolutisme, qui est un mot qui masque un peu la réalité, mais en tout cas d'États centralisés, forts, de plus en plus modernes. Oui. On aurait pu avoir d'autres chemins, d'autres solutions. Mais comment avez-vous eu l'idée de vous intéresser au secrétaire d'administration? On sait que le roi Philippe II surveillait tout, on l'appelait le roi Papalero, papetier. Pourquoi vous avez fait ce lien? Alors, ce qui marque le XVIe siècle du point de vue de l'État et de l'administration, c'est une inflation documentaire très importante. On commence à écrire des volumes entiers de dépêches, tout simplement pour communiquer avec les différents postes diplomatiques, pour communiquer avec les différentes armées qui sont en train de mettre le siège devant une ville. Et donc, il y a une inflation documentaire du papier qui circule. Or, à ce moment-là, il faut bien qu'une administration se charge de la manipulation de ce papier pour l'envoyer, le recevoir, le résumer, le communiquer au roi ou aux différentes sections du Conseil. Donc ça, c'est un point déterminant. Je me suis rapproché des papiers, mais également des producteurs de papier, de ceux qui sont véritablement les professionnels de l'écrit, les plumes du roi. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire comment est-ce que ces personnages passent d'un monde social à un autre monde social. Je vais vous donner un exemple précis. Je me suis beaucoup intéressé au secrétaire d'État Villeroy, qui est secrétaire pour 4 rois de France, pendant quasiment 50 ans, à la fin du XVIe, début XVIIe siècle. Son grand-père est un marchand de poissons
C'est un grand marchand de poissons, hein, entendons-nous. On dit marchand de marée. Et son petit-fils est maréchal et gouverneur de la personne de Louis XIV. Vous voyez que quelque chose s'est passé. Ces élites bourgeoises, financières, ont lié leur destin au récit de la monarchie. Mais déjà à l'époque, on disait trop de fonctionnaires, exactement comme un certain Musk et Trump. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce discours sur trop de fonctionnaires, sur l'État obèse, c'est un discours qu'on tient dès le milieu du XVIe siècle. Nous avons plusieurs collègues qui travaillent sur le temps long sur cette théorie. En fait, ceux qui arrivent dans les bureaux et qui se font une place avec une position de pouvoir éminente, alors que ce sont d'anciens bourgeois et financiers, forcément ne veulent pas partager le pouvoir, ni avec l'aristocratie de service qui est là depuis longtemps, ni avec le clergé de cour, ni avec les nouveaux bourgeois et financiers qui essayent d'entrer eux-mêmes dans les bureaux. Alors, vous avez travaillé sur les guerres des religions. Est-ce que vous avez vu des liens avec aujourd'hui? Est-ce que ce que vous avez étudié, vous en avez tiré des éclairages particuliers, une leçon? Alors, effectivement, quand on travaille sur l'État, quand on travaille en histoire politique, on fait des liens avec l'histoire la plus contemporaine. Bien sûr, comme on peut le rappeler, toute histoire est contemporaine. On n'écrit pas une histoire dans des temps anciens sans vivre dans le monde ici et maintenant. Or, moi, ce que j'ai sous les yeux, si vous voulez, c'est un bouleversement de l'ordre du monde, des révolutions de couleur dans l'Est de l'Europe, des révolutions de couleur également en Afrique du Nord, il y a une dizaine d'années. Ces révolutions ont profondément modifié les structures de l'État. Comment est-ce qu'on passe d'un État dictatorial à un autre type d'État? Ces translations entre différents régimes, eh bien, on les observe dès le XVIe siècle. Nous sommes dans des conflits confessionnels, avec des basculements dynastiques, on passe d'un roi à un autre, il y a de la violence, des régicides, exactement comme ce qui a pu se passer par exemple en Libye, quand le dictateur Kadhafi est assassiné. Donc on peut arriver à observer les guerres de religion avec de nouvelles lunettes. Les lunettes des sciences sociales, de la géopolitique, de la sociologie politique, de la sociologie des crises politiques. Et donc, je crois que c'est ça notre apport, c'est de faire une histoire renouvelée à l'aune du présent, en chaussant les lunettes du très contemporain. Alors bon, 16e siècle, un Moyen-Âge, 16e siècle, on passe à un autre monde, l'imprimerie, on le sait. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est aussi dans un basculement total, anthropologique, politique, géopolitique, et j'en passe. Comment réagit l'historien du XVIe? Alors c'est très intéressant pour nous, effectivement. Le XVIe, il est caractérisé par des franchissements de seuil à tous les égards. Seuil de violence, mais aussi seuil de modernité. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on revit de nouveaux franchissements de seuil anthropologiques. Effectivement, comme vous le savez, le XVIe est caractérisé par l'imprimerie, par une nouvelle technologie qu'on pourrait rapprocher à l'informatique. Un début de mondialisation aussi. Un début de mondialisation. On part à la conquête d'espaces absolument immenses. Une nouvelle religion apparaît. Massification des guerriers. Une massification des armées, exactement. Oui. Donc, et des confrontations géopolitiques d'ampleur inédite, avec une technologie militaire tout à fait renouvelée. On pourrait rapprocher ces franchissements que je viens d'évoquer avec ceux qu'on observe aujourd'hui. Effectivement, il y a des craintes, énormément de craintes qui se posent. En tant qu'historien de la fin du XVIe siècle, je regarde avec crainte le délitement progressif des sociétés européennes, américaines, la montée en puissance des populismes, cette angoisse géopolitique que nous pouvons avoir en lien avec la Russie et ses menées ou la Chine. Donc forcément, tout ça va dans un sens qui, je crois, plaide pleinement pour un soutien franc et massif aux sciences humaines et sociales et aux sciences en général, pour comprendre, décrypter et tenter de peser sur le cours des événements. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, justement, qu'aujourd'hui, il y a une menace sur les sciences humaines? Il y a une menace sur les sciences humaines qui est de deux ordres. La première menace, c'est une menace du populisme d'extrême droite qu'on a pu avoir en Europe, notamment en Hongrie avec Viktor Orban, qu'on a aux États-Unis, évidemment, puisque de très nombreux collègues américains commencent à nous expliquer qu'ils ne peuvent plus conduire leurs recherches et l'Union européenne tente, bon an mal an, de les accueillir, comme on le faisait d'ailleurs pour les chercheurs en danger, qu'on appelait chercheurs en danger, venant des pays en guerre, tels que la Syrie. Ça, c'est une première menace. La deuxième menace, elle est liée au cadre budgétaire. Les universités
coûte de l'argent aux contribuables, c'est de l'argent public qu'on utilise pour mener ces recherches dans une très large partie, même s'il y a un soutien des fondations privées. Aujourd'hui, on le sait, le cadre budgétaire, il est très très dégradé. Cependant, ce qu'il faut expliquer, je pense, correctement et posément aux contribuables européens, c'est que la recherche rapporte, c'est un investissement qui rapporte, que ce soit pour des brevets, pour la politique industrielle, mais aussi pour comprendre les fractures de la société économique, sociale, territoriale, religieuse, pour les comprendre et tenter de les résorber. Donc aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas opposer sciences humaines, sciences dures, comme on disait à l'époque, sciences exactes, mais c'est bien un continuum, une communauté en continuum qui doit être soutenue, puisque ça rapporte. Allez, une question fictionnelle. Un historien dans un siècle qui se pencherait sur le nôtre aujourd'hui, est-ce qu'il ferait un lien entre le XVIe et le XXIe siècle ? Alors, je pense que oui. Je pense que oui. Cette histoire sur le temps long, notamment celle des guerres de religion, elle a été rapprochée par un certain nombre de collègues. Le XVIe siècle a été rapproché des génocides rwandais, par exemple, du massacre entre voisins, de la guerre en Bosnie-Herzégovine. On pourrait multiplier les exemples. Alors, tu as une question au prof. Je me suis laissé dire que parmi les chercheurs et les chercheuses, 40% qui faisaient des thèses abandonnaient. Est-ce exact ? Et à votre avis, en 30 secondes, pourquoi ? Alors oui, c'est exact. C'est un point noir et un point dur sur lequel il faut intervenir rapidement. C'est le cas en Belgique. Le FNRS et son observatoire des carrières scientifiques y travaillent. Il faut se poser des questions de pourquoi un tel... Manque d'encadrement, solitude, fragilité ? Il y a plusieurs facteurs qui ont été identifiés dans une enquête récente du FNRS en 2020. Je pense qu'effectivement, l'encadrement des doctorants et des doctorantes, mais également des post-doctorants et des post-doctorantes, doit être renforcé. Il faut bien se dire qu'on ne conduit pas de bonne recherche quand on est en situation de souffrance, quand on est victime de harcèlement moral ou sexuel, exactement. Moral et sexuel. Il y a de très nombreuses situations où les personnes sont en souffrance. Or, la recherche s'écrit aussi avec de la matière humaine. Il faut que les gens soient bien dans leur travail, avec leurs collègues. C'est un appel que vous lancez, là. C'est un appel que je lance. Je pense que notre rectrice, Françoise De Smet, l'a bien rappelé au moment de son arrivée sur le poste rectoral de l'UC Louvain. La bienveillance n'est pas un vain mot. Et je crois qu'il faut remettre cette valeur au cœur des pratiques universitaires, notamment pour l'encadrement des plus jeunes collègues. Merci à vous d'avoir été mon invité. Merci. Vous pouvez, bien entendu, retrouver toutes ces interviews sur LN24, mais aussi sur les sites de la Livre, de Vers l'avenir et de la DH. Passez une très bonne semaine. À mercredi prochain.